Alors nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de vidéo consacrée au grand cycle astrologique des cracks boursiers. Donc je suis navré, ça s'est coupé, la caméra s'est coupée prématurément suite à une fausse manipulation. Et du coup c'est pas plus mal puisque je me suis aperçu en fait qu'il y avait, il y avait eu des images qui ne passaient pas. Donc du coup voilà, je me remets sur ce modèle de la bulle spéculative où vous voyez en fait plusieurs séquences qui peuvent durer, donc on l'a dit, entre 7 et 10 ans, donc avec une grosse montée des marchés boursiers, ce qu'ils appellent dans le jargon financier le melt-up. Ensuite, vous avez en deuxième phase donc une correction des marchés avec une baisse quand même significative. Après, une remontée à nouveau des valeurs boursières, où donc les investisseurs croient que c'est fini. Puis finalement, après, c'est le grand plongeon, donc le fameux crack. Et donc voilà, ce qu'on disait, nous, c'est qu'il y a cette relation, ce parallèle qu'on peut faire entre donc, le cycle astrologique avec 7 et 10 ans, donc qui nous fait penser au cycle de Jupiter, qui fait sa révolution solaire en 12 ans, et puis Uranus, qui reste dans un signe pendant 7 ans. Voici aussi très rapidement quelques clés des significateurs astrologiques en astrologie mondiale, ou en tout cas en astrologie aussi d'affaires, astrologie d'entreprise. Donc vous avez le soleil donc, qui représente le roi, qui représente le patron aussi, si on se le passe dans le cadre d'une entreprise, le directeur. Le soleil, comme vous le savez, c'est un astre très important, un astre de lumière qui diffuse la lumière, qui répand la clarté, qui permet d'éclaircir en fait une situation qui était par exemple en gestation et qui permet de la révéler à la lumière du jour, c'est le cas de le dire. Ça représente aussi la distinction, ça représente l'image de marque, ça représente la notoriété sur le plan social. Voilà. Alors si on parle ensuite de la Lune, ça représente plutôt les sujets du peuple, ça peut représenter l'opinion publique. D'ailleurs, au niveau en astrologie mondiale aussi, on peut dire que on pourrait, par extension, parler des enquêtes d'opinion. Par exemple, si on se place dans une ère moderne, des enquêtes d'opinion, des sondages, puisque la Lune, comme vous le savez, varie. Les sondages, vous avez vu qu'aussi c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on sonde les dessous de la surface en fait d'une opinion publique qui peut être variable. Voilà. Donc la Lune, c'est aussi les sujets du roi. Donc c'est donc le peuple par extension. Dans une entreprise, c'est le public, c'est la clientèle, bien entendu. La Lune incarne aussi la famille, ça peut être la mère aussi, mais en tout cas l'impératrice ou une dirigeante femme dans le cadre d'un pays, par exemple. Donc si on prend ensuite Mercure, Mercure c'est la planète des échanges, du commerce, de la communication. Donc ça peut représenter dans le langage boursier les valeurs boursières, les titres, voilà. C'est-à-dire ce que vous avez, le parchemin, le papyrus, les écrits sur lesquels on vous donne votre titre qui correspond à une valeur. Et où on va faire après de la négociation, des transactions. Ensuite, Vénus correspond à la planète de la monnaie. On l'avait expliqué dans d'autres vidéos, le parallèle qui était fait à une certaine époque, quand la monnaie n'était pas encore créée. On utilisait des objets d'art, des objets décoratifs, des bijoux, des pierres précieuses, etc., des objets de luxe pour les transactions. Et puis ensuite, après, c'est devenu la monnaie. Et là, vous vous référez à la première partie de la vidéo où j'ai bien expliqué la relation Vénus-Saturne. Saturne qui incarne l'État, qui est le deuxième maître de la balance, et puis Vénus, premier maître de la balance. Donc, ensuite, on a Mars qui est une planète d'action, une planète où on entreprend des choses. Donc, on peut parler du travail, on peut faire le lien avec le travail, avec les machines, avec l'industrie. Alors, au niveau de ce dont on va parler, ça peut être aussi un astre déclencheur, une sorte de. Mars aussi, ça permet des détonations. Comme si on avait un terrain, si on avait un terrain miné, il vous manque le détonateur pour mettre à feu. Donc Mars peut symboliser ça aussi dans le cadre de notre exposé sur les cracks boursiers. Ensuite, Jupiter, c'est une planète d'évolution, c'est une planète bien entendu de croissance, c'est une planète de progrès, qui a un lien avec les finances, la fiscalité.
ça peut être aussi la planète des exportations, puisque Jupiter gouverne le Sagittaire, le signe de l'expansion, le signe de l'étranger, le signe qui se rapporte à l'extérieur. Ensuite, on a Saturne, hein. Bien entendu, on pourra encore développer, hein. On fait vraiment un survol très rapide, hein. Saturne, ensuite, représente, ben, c'est le grand sage, hein, du système solaire, comme vous le savez, c'est le conseiller. C'est un astre aussi qui symbolise la justice. C'est pour ça aussi qu'il est le deuxième maître de la balance. C'est le symbole aussi des règlements, des limitations, on l'a dit tout à l'heure, qui va stopper quelque chose, hein, aussi, qui va essayer de limiter quand il y a des excès, quand il y a des abus. Et puis c'est un petit peu l'ordonnateur, hein, il met de l'ordre, et il symbolise l'État, aussi l'interventionnisme. Pourquoi pas? C'est là où on va voir si l'intervention, il y a l'intervention de l'État ou pas. Ça peut aussi symboliser, si on le rapporte à notre époque, hein, aux structures, hein, toutes les structures. Donc là, je vous renvoie aux vidéos sur le cycle Saturne-Pluton notamment. On a beaucoup parlé de Saturne. Ensuite, on a Uranus, hein. Uranus, c'est la planète de l'inventivité, la planète des inventeurs, des nouvelles technologies, des mutations, hein, et également des retournements de situation, des volte-face. Hein, tout à l'heure, on va un petit peu plus développer par rapport à son énergie, bien qu'on en ait déjà parlé dans d'autres vidéos. Ensuite, Neptune, hein, ça peut symboliser la spiritualité, l'humanité, hein, le collectivisme aussi. C'est vrai que j'ai pas dit que Uranus, hein, ça symbolise aussi le libéralisme, le capitalisme. Donc ça, pareil, je vous renvoie aux vidéos sur Uranus. Neptune, pareil, on en a pas beaucoup parlé. Donc c'est une planète qui a une dimension, du fait qu'elle gouverne le poisson, une dimension hydraulique. Elle symbolise aussi donc à la fois le rêve, la féerie, une grande part de magie, quelque part, de romantisme, mais aussi les escroqueries, la désillusion, la désorganisation et les magouilles, hein, notamment dans les entreprises, hein, ou même chez soi. Avoir un mauvais Neptune, c'est signe souvent de désorganisation, voilà, de mauvaises affaires et d'escroquerie. Ensuite, ben, on a Pluton, donc là aussi très important, Pluton, hein, c'est la planète des transformations, des changements, des bouleversements, mais en profondeur, hein, des crises qui transforment, qui déstructurent, qui détruisent. C'est aussi la planète qui symbolise les dettes, le pouvoir. Alors là, les dettes, pourquoi? Puisque c'est vrai que quand on est endetté vis-à-vis d'une personne, eh ben, on est redevable, c'est-à-dire qu'on est quelque part, on peut devenir à un moment donné esclave, hein. D'ailleurs, c'est là où il faut se remettre dans le contexte de la prédécouverte et la découverte de Pluton qui a bouleversé complètement, qui a transformé le système financier mondial, pour donner justement ce système dont on a beaucoup parlé, ce système d'argent-dette qui fait qu'aujourd'hui, ben en fait, tout ce qui se passait en bourse, hein, aujourd'hui, tout est transféré finalement ben, aux personnes physiques et puis monsieur et madame tout le monde, hein, qui se retrouvent maintenant quelque part en difficulté. Au départ, c'était les États, c'est passé par les États, et puis maintenant, c'est les particuliers donc, qui payent la note, en quelque sorte, hein, de ce système d'argent-dette. Donc Pluton étant un astre extrêmement souterrain, donc bien sûr qui fonctionne beaucoup dans la totale opacité, dans le secret, et donc c'est la raison de notre discussion aussi à chaque fois, hein, c'est essayer de percer le mystère grâce justement à Pluton qui nous permet d'en savoir beaucoup sur la marche du monde. Et là, je vous renvoie justement aux vidéos, hein, sur Pluton. On a expliqué tout le système, comment Pluton a influencé justement, hein, notre monde, comment il l'a transformé, mais aussi on peut faire aujourd'hui ce parallèle avec le système financier, hein. Alors voilà, donc ensuite on peut, toujours pour parler de la sémantique, hein, astrologique, donc si on parle de la bulle spéculative, donc, elle pourrait correspondre au gonflement en fait qu'instille, hein, l'énergie jupitérienne, puisque Jupiter en fait va croître, hein, elle va gonfler, gonfler, elle va prendre de l'expansion quelque part, hein. Donc comme vous savez, c'est la corne d'abondance du système solaire, donc c'est la raison pour laquelle aussi on le rapporte à la bourse. Et en astrologie individuelle, d'ailleurs, le jupitérien, à l'excès, si quelqu'un, par exemple, est très marqué, fortement marqué par Jupiter dans son thème, même s'il n'est pas
Sagittaire, puisque Jupiter gouverne le Sagittaire, mais quelqu'un peut être d'un autre signe et avoir Jupiter valorisé, notamment à l'ascendant par exemple, et il peut, à la fleur de l'âge, être très costaud, être musclé, parce qu'il fait du sport, parce que voilà, hein, il brûle plus facilement les calories, et puis arrivé à un âge où on a un peu trop confiance, on a eu un excès de confiance, on a peut-être aussi un petit peu forcé sur les douceurs, les chips, sur les boissons, etc. Et puis on se retrouve avec un gros ventre, quoi, quelque part, hein. Alors pourquoi j'ai fait ce parallèle? Vous allez voir pourquoi. Alors maintenant, Uranus, hein, tout à l'heure on l'a dit, bon, bah, c'est une énergie alternative. D'ailleurs, les énergies uraniennes, en fait, ressemblent beaucoup à ceux des graphiques. Elle est très nerveuse, avec des cours de la bourse, avec des variations soudaines, hein, parfois d'une heure à une autre, hein. Uranus, c'est, donc on l'a dit tout à l'heure, la planète des libertés individuelles, du capitalisme. C'est à l'inverse, hein, justement, de Neptune, hein, qui représente justement plutôt la sphère collective, hein, le collectivisme et par extension le communisme, hein. Uranus, donc c'est la planète des surprises qui peut provoquer. Donc ces retournements de situation, ces variations brusques, ces chutes des cours, et comme un couperet aussi qui viendrait crever le ballon rempli d'hélium, hein. Donc là, si je me mets sur vous allez voir en fait une image d'archive, donc qui vous représente justement un ballon dirigeable gonflé à l'hélium. Alors voici cette image d'archive, hein, donc, qui rappelle donc l'invention en fait, des frères Montgolfier, hein. C'est au moment où le premier ballon dirigeable, la première montgolfière en fait s'était élevée dans le ciel suite à justement à l'innovation, donc qui coïncide tout à fait avec la découverte d'Uranus. Donc là, je vous renvoie aux vidéos sur Uranus où on avait fait cette explication-là, mais je voulais quand même faire ce parallèle historique pour vous dire en fait qu'Uranus, ben, si vous vous en souvenez bien, c'est aussi Ouranos, hein. Donc Ouranos dans la mythologie grecque, donc le nom grec, hein, d'Uranus, hein, dans la mythologie romaine, donc il fut émasculé par la faucille de Saturne. Donc en fait, si vous vous souvenez, donc c'est assez sanglant et assez dur, mais Ouranos en fait avait été émasculé. Donc qui dit émasculé dit couper, hein, les bourses, couper le phallus, les organes génitaux. Et là on retrouve bien la bourse d'ailleurs, hein, vous voyez. Donc on retrouve bien en fait Uranus, donc c'est-à-dire le couperet qui viendrait crever le ballon, ou une aiguille si vous préférez, pour une image peut-être un peu moins sanglante, hein, donc une aiguille qui viendrait crever le ballon dirigeable, hein, tout à coup, et qui se dégonflerait et puis qui tombe justement, hein, qui tombe qui retombe comme un soufflet. Donc là, on retrouve bien ce parallèle, hein, justement, aussi avec les marchés qui étaient dans l'euphorie, hein, la veille, et puis ils se réveillent avec la gueule de bois, soudain avec un crack, hein, parce que souvent les cracks, c'est souvent à l'ouverture des marchés le matin. Et donc, en fait, si on pouvait avoir une approche, hein, première approche des cracks, c'est qu'elle surviendrait souvent lorsqu'il y a une déconnexion excessive, hein, des niveaux des cours de la bourse par rapport aux fondamentaux de l'économie réelle. C'est-à-dire que là, on a bien une augmentation d'un prix, d'un bien, enfin d'un service, d'un titre, en tout cas en l'occurrence ici, qui correspond plus à rien. C'est-à-dire que les gens en fait se rendent compte tout à coup, ils se disent mais là, voilà, ce stylo, bon, je l'ai eu à 1 euro, et je l'ai revendu à un autre 2 euros, et puis ainsi de suite, et jusqu'à ce qu'il arrive à 40, 45, 50 euros. Et à un moment donné, les personnes se rendent tous compte, hein, toutes celles qui ont ce titre-là, ils se disent, ben, moi j'ai ce stylo-là, il vaut 49, mais est-ce qu'il vaut réellement ça? Et donc les gens se rendent compte en fait que peut-être il y a trop de stylos finalement, parce que c'est, comme on dit, c'est la rareté qui lui donne la valeur. Et si vous avez sur le marché trop d'un bien, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a eu une euphorie, on s'est dit ouais c'est super, c'est un outil de marque, mais s'il y a eu une production peut-être trop importante, et ben les gens après s'en rendent compte et donc ils veulent tous vendre en même temps et c'est là où on a le krach boursier. Après il y a une autre dimension qui fait que les gens s'orientent, hein, aussi vers un produit, c'est pas forcément. C'est justement c'est ce dont je parlais, c'est la dimension psychologique, hein, justement, de prestige aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que la valeur d'un bien, c'est pas toujours par rapport au nombre, hein, c'est aussi par rapport à ce que ça représente.
la marque, par exemple, le fait que ce soit tendance. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais dans les années 95 jusqu'à 2000, on a eu ce qu'on a appelé la bulle Internet, hein. Donc là où les investisseurs croyaient beaucoup en la nouvelle économie Internet et ils ont commencé à investir beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, il y a eu une bulle qui s'est formée début, milieu des années 90 et puis qui a été crevée ensuite, hein. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de confiance, hein, des investisseurs sur les marchés. Donc, il y a toujours là ce paradoxe d'Uranus, hein, où on a la hausse des cours, donc qui a tendance à stimuler l'appétit pour le risque, hein, de la part des investisseurs. Et puis, on a justement, hein, cet appétit en fait qui va gonfler artificiellement quelque part, hein, puisqu'il y a des informations qui circulent et qui va augmenter, qui va attirer un nouveau troupeau d'investisseurs. Donc là, on parle de troupeau, donc c'est intéressant en fait ce terme qui est utilisé dans le monde de la finance, puisque le troupeau nous rappelle les moutons, hein. Et en fait, on joue quelque part à qui va remporter la mise et qui aura le flair finalement pour se retirer avant de se faire tondre comme un agneau, hein, quelque part. Et donc là, le parallèle aussi qu'on peut faire, c'est par rapport à cette dimension psychologique, cette dimension aussi de flair, d'intuition. Donc là, on a bien la dimension scorpion, hein. On a bien dit que le scorpion, c'était le signe de la finance, hein, gouverné par Pluton, justement, contrairement au taureau, qui est des valeurs plus réelles, plus tangibles, mais les deux marchent ensemble, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les valeurs boursières sont indexées sur les valeurs à un moment donné réelles, hein. À un moment donné, il y a toujours le réel qui reprend ses droits, hein. Et donc, on se retrouve un petit peu dans un jeu, en fait, un peu comme au poker. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs, hein, de poker, etc., qui sont natifs soit du scorpion, soit qui sont plutoniens, soit voilà, qui ont cette capacité justement à sentir un petit peu le jeu, à bluffer, à, euh, à avoir l'information un petit peu, à être observateur et à savoir quand se retirer. Et on dit qu'en poker, d'ailleurs, il faut savoir plutôt ne pas perdre. Il y a des moments où il faut savoir attendre et jouer au bon moment. Et parfois, on joue même avec un jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir en main un jeu qui est ce qu'on appelle dans le jargon du poker une poubelle. Et on peut gagner avec une poubelle. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un titre vraiment mauvais, quoi, un mauvais titre, un pourri, comme ils disent dans le jargon, et puis arriver à le revendre suffisamment tôt, etc., ou à se coucher plus tôt, hein, se coucher avant tout le monde, pour garder finalement sa mise. On se dit, bon, ben, on a rien perdu, alors que les autres vont tous s'écrouler, quoi, quelque part. Donc voilà, je fais ce parallèle-là, vous allez voir pourquoi, puisque, en fait, le système financier, vous allez le comprendre, a été beaucoup influencé justement par les jeux de hasard et les jeux de casino. Alors là, nous allons passer en revue tous les principaux cracks boursiers de l'histoire. Alors, vous allez voir, j'en ai répertorié 9, donc on va essayer, il y en a certains où je vais un peu développer, puis d'autres, je vais passer un peu plus vite. Mais on va essayer de faire cette corrélation justement, hein, entre les dates à laquelle sont survenus les cracks. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu ces cracks-là, et puis ensuite, bien sûr, faire le parallèle avec nos cartes du ciel, hein. Alors le premier crack de l'histoire boursière, ce fut le crack de la tulipe, hein, qui a eu lieu le 3 février, donc juste avant la Saint-Valentin, 1637. Donc il y a eu en fait en Hollande une soudaine tulipomanie qui s'était emparée du pays, et ce fut en fait la première bulle spéculative économique et financière de l'histoire moderne, hein. C'était un des premiers cracks de l'histoire financière, et nombreux sont ceux, hein, qui à l'époque ont perdu des fortunes colossales, hein. Et pourtant il y avait une certaine élite à l'époque, notamment les calvinistes. C'est une dérivation, hein, du catholicisme, hein. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des religions, mais voilà, hein, c'était Calvin qui avait créé, en fait, hein, comme on a les protestants, comme on a les catholiques, hein, voilà. Donc les calvinistes, justement, il y en avait beaucoup qui étaient très éminents là-bas en Hollande, et ils étaient, eux, exaspérés justement par cette artificielle euphorie, hein, parce qu'eux, ils avaient plutôt des valeurs authentiques de travail, de discrétion, d'abnégation,
tout le contraire justement de la spéculation qui nécessite finalement que juste de faire des placements, mais il n'y a pas vraiment de l'effort. Hein, c'est contraire à leur valeur. Donc ils avaient un peu prévenu. Et puis c'est vrai que cet épisode-là, en fait, il a été, quand tout s'est écroulé, etc., quelques années plus tard, en 1841, cet épisode-là de la tulipe, du crack, un premier crack de l'histoire, a été popularisé par un livre d'un journaliste grand breton, Charles Mackay. Donc, qui avait titré, donc là, retenez bien le titre, Illusion populaire extraordinaire et la folie des foules. Donc, vous allez voir en fait que ce titre-là correspond tout à fait à la sémantique quand on regardera tout à l'heure les cartes du ciel par rapport aux différents cycles. Hein. Et donc, d'après donc ce fameux Mackay, donc une bulbe, donc d'un type vraiment supérieur, hein, s'échangeait même, paraît-il, contre un terrain de 5 hectares. Donc là, après, c'est des informations à prendre vraiment avec beaucoup de pincettes, parce qu'il y a peut-être pu avoir aussi de l'exagération, un peu comme les exagérations de la bulle, finalement, spéculative. En tout cas, il faut savoir que le prix du bulbe, hein, à l'époque de la bulbe de tulipe, ils ont atteint des sommets, donc c'est comme ça qu'en 1623, le bulbe, au départ d'une variété rare, affichait 1000 florins. Ensuite, en 1625, c'est-à-dire 2 ans après, le prix avait doublé à 2000 florins. Et puis en 1637, donc au moment où il y a eu, là c'était vraiment l'apogée, au moment où il y a eu le crack, hein, la chute complètement vertigineuse, où les cours se sont effondrés, donc qui ont déclenché ce fameux vent de panique. Hein. Donc c'est à ce moment-là en fait que le montant était arrivé jusqu'à 5500 florins. Donc tout en sachant qu'à l'époque, le salaire et revenu moyen, je ne sais pas s'il y avait, enfin c'était pas le salaire forcément, mais c'était un revenu en tout cas moyen, c'était 150 florins. Donc vous imaginez 150 florins, et donc on avait atteint 5500 florins pour des fleurs en fait. Hein. Et donc les cours après s'être effondrés, ils ont mis beaucoup de temps en fait. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été ruinés, et donc en 1642, après le krach, hein, le prix de la tulipe n'était plus que du dixième de sa valeur, et 100 ans plus tard, de 2 centièmes. Alors pourquoi en fait il y a eu tant de passion pour les tulipes? Alors c'est vrai qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'histoire, puisque la tulipe en fait, c'était une fleur, déjà une fleur vraiment magnifique, avec des belles couleurs intenses, et c'est vrai que elle était très très peu, elle était vraiment différente de toutes les autres inconnues en Europe. Et donc la Hollande, hein, donc les marchands hollandais, il y en avait beaucoup qui avaient réussi à bâtir en fait de très grandes fortunes colossales, hein, libérées de la domination espagnole. Donc ils commerçaient beaucoup avec l'Inde, et puis ils s'étaient fait vraiment des grandes fortunes. Ils avaient réussi avec ce commerce à l'extérieur à multiplier leurs investissements par 5. Et c'est vrai que cette nouvelle classe de marchands avait besoin d'étaler, et là on retrouve bien un petit peu la notoriété. Donc ils voulaient en fait étaler un petit peu la classe, leur richesse. Ils se sont fait bâtir des belles maisons entourées de jardins fleuris. Et puis c'est vrai que la star de l'époque, eh ben, c'était la tulipe justement, hein, qui garnissait, donc qui venait fleurir leur jardin. Et c'est devenu en fait une référence, c'est devenu un objet de luxe, un symbole de réussite, de richesse, et donc beaucoup en fait voulaient en avoir. Donc c'est vrai que tout le monde a commencé à se ruer sur les tulipes pour en avoir, puisque c'était un symbole donc qui vous donnait beaucoup de prestige, et vous donnait l'impression de faire partie de la classe dirigeante. Hein. Alors j'ai établi la carte du ciel, hein, de cette fameuse année 1637, le 3 février, c'était un mardi. Et en termes numérologiques, si on fait l'addition, donc 1637, donc il faut savoir que c'est une année 8, donc en analogie avec le scorpion, donc justement qui correspond bien aux dettes, finances, argent, crise. Hein. Le huitième signe zodiaque, hein, 8, année 8. Et donc si on ajoute un 1637 à 3 et février, donc 2, c'est-à-dire qu'on retrouve 22, qui est un maître nombre. Donc le 22, pour ceux qui connaissent, qui sont spécialistes de la tarologie, ben, ça correspond au mât, à l'arcane du fou. Hein. Donc, au niveau maintenant, si on se place maintenant sur un plan astrologique, donc ce qu'on peut remarquer en premier lieu, c'est déjà le fait qu'on retrouve un cycle Saturne,
Pluton, d'accord, comme aujourd'hui finalement, enfin un cycle faux jumeau, puisque en ce moment, en 2018, on a Saturne et Pluton ici, d'accord, en Capricorne. Et là, en fait, on a, vous voyez bien la ligne, ici, c'est Pluton qui est en Taureau, hein, d'accord. Donc là, on a ce premier cycle-là. Et puis, on a également, euh, donc on retrouve en fait bien sûr Pluton en signe de terre. Donc là, c'est marrant en fait de retrouver donc Pluton donc dans le signe de terre, l'époque en fait hein, du taureau, c'est le moment en fait où il y a l'éclosion justement des fleurs, hein. Donc là, c'est intéressant aussi à le garder en ligne de compte, d'autant que j'aurais dû commencer par ça, puisque tout à l'heure on a parlé de Jupiter et Uranus, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on retrouve en fait bien le cycle Jupiter-Uranus, c'est-à-dire que Jupiter et Uranus sont dans le même signe, donc ils forment un cycle même s'ils ne sont pas proches en degrés, mais ils sont, voilà, hein, ils sont dans le signe de la balance, hein, le signe d'ailleurs du romantisme, hein, le signe de l'amour, le signe hein, de la beauté. Donc là, on retrouve bien hein, la beauté des fleurs. Et puis on retrouve bien, d'ailleurs, le taureau, hein, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la terre, hein. Donc là, on a bien ces deux dimensions qu'on retrouve, donc qui est très significative. Et puis donc Pluton, donc en taureau, donc qui est le maître du Scorpion, hein, où on retrouve Neptune. Donc Neptune, qui est aussi hein, un astre de romantisme, puisque Neptune, en fait, les spécialistes et passionnés de l'astrologie le savent, hein, elle sera découverte beaucoup plus tard. Hein. C'est-à-dire qu'elle existait, bien entendu, c'est pour ça qu'on la voit sur la carte du ciel, mais donc elle n'était pas officiellement reconnue, elle n'était pas à la connaissance des scientifiques de l'époque. Et c'est qu'au milieu du 19e siècle, hein, dans une période d'ailleurs qu'on a appelée le romantisme, la période du romantisme, elle a été découverte. Et donc, on retrouve bien, par contre, dans la sémantique, Neptune, qui symbolise l'illusion populaire, hein, dont parlait le journaliste, hein. Donc, si vous vous souvenez, le fameux titre, hein, Illusion populaire extraordinaire et la folie des foules. Donc là, on retrouve bien toute la sémantique. Illusion populaire, donc avec extraordinaire, donc c'est le côté féerique, le côté magique et la folie des foules. Voilà. Et la foule, donc on l'a bien dit tout à l'heure, on l'a rappelé, Neptune en représente bien les marées humaines, puisque Neptune c'est Poséidon, Poséidon, l'astre des océans. Donc voilà. Hein. Et donc pour poursuivre, donc, on retrouve en fait donc Neptune hein, qui forme une opposition à Pluton. Donc, donc là on retrouve également donc on retrouve beaucoup la présence en fait des signes fixes, hein, puisqu'on a le taureau, le scorpion, et puis on a également Vénus, pardon, Mercure en Verseau, hein, d'accord? Donc ils forment en fait, hein, qui sont en signes fixes, qui sont en fait dans des signes en dissonance, hein, d'accord? Donc voilà, donc Mercure, hein, c'est la planète des échanges avec le Soleil, hein, bien entendu, hein. Le Soleil également dans le signe du Verseau. Donc là, ça peut expliquer aussi hein, pourquoi il y a eu cette crise, hein, cette crise financière. Et puis on retrouve bien aussi hein, dans le signe cardinal, donc Jupiter-Uranus, on retrouve bien la dissonance à Vénus-Saturne, hein. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, on voit Saturne qui est venu quelque part sonner la fin de la récréation en limitant et en revenant à la réalité du terrain pour arrêter l'envolée surréaliste hein, donc de Jupiter. Jupiter avec Uranus. Uranus qui, on l'a dit tout à l'heure, qui crève hein, le ballon, qui le crève comment? Par la dissonance Saturne-Uranus. Hein, parce que là on retrouve bien en fait le cycle Saturne-Uranus, qui est d'ailleurs le signe de l'ultra-libéralisme. Hein, parce qu'on a aussi, c'est vrai je ne l'ai pas détaillé, peut-être j'en dirai tout à l'heure un mot, mais c'est vrai que chaque cycle aussi a une signification aussi particulière. Mais donc là, voilà, hein, donc là on retrouve bien euh, l'ensemble de ces éléments. Donc à noter aussi que Mercure et Vénus sont dans des signes succédants. Donc c'est très important aussi à garder en ligne de compte, parce que vous verrez qu'il y a des répétitions dans les autres crises, hein. Donc on a Mercure en Verseau et Vénus qui sont dans des signes qui se suivent. Donc voilà un petit peu, hein. Après, donc on pourrait détailler encore, on pourrait rentrer encore plus dans le détail, mais on va tout de suite passer au prochain crack boursier.
Alors, la deuxième grande crise de l'histoire s'est passée en 1720 dans ce qu'on a appelé la faillite de Law, la faillite du système Law. Donc, elle est provoquée en fait par l'action de John Law, donc, qui est un financier irlandais dont on va revenir tout à l'heure un peu plus sur le portrait, parce que vous allez voir, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le poker, sur les jeux de casino. Vous allez voir que c'est pas anodin. Et en fait, qui avait été mandaté qui avait été chargé de restaurer les finances du royaume de France, très endetté, sans doute après les guerres et le faste et le luxe de Louis XIV, qui n'était pas appelé le roi Soleil pour rien. Et donc, c'est vrai que les finances étaient vraiment au plus bas. Et John Law, donc sous Louis XV, ou plutôt, je crois que c'était sous la Régence, va introduire en fait le papier-monnaie en 1716 et créer une banque privée qui deviendra la Banque Royale en 1718. Et donc, au départ, en fait, les actions de la banque montent en flèche, mais le peuple, en fait, finit par perdre confiance dans les billets. C'était une nouveauté en France, et donc ils exigent en fait le remboursement en or et en argent. Alors peut-être que les Français à l'époque ils étaient peut-être un peu plus intuitifs, sans doute qu'aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà, ils ont exigé. Alors il faut savoir que même il y avait même des lois. C'est marrant parce que law ça veut dire loi, il me semble en anglais. Et donc paraît-il que John Law, ou en tout cas le gouvernement à l'époque, avait édicté des lois qui interdisaient aux citoyens français de l'époque d'avoir de l'argent et de l'or. Et donc il fallait absolument payer en billets, quoi, en billets de banque, qui avaient été les premiers billets de banque. Et donc, à un moment donné, quand même, ils se sont apparemment révoltés, ou en tout cas, ils ont demandé la valeur, ils ont exigé la valeur, le remboursement. Et c'est vrai que les valeurs des billets émis dépassant de beaucoup l'encaisse de la banque, donc c'est là où on retrouve en fait tout ce dont on parle en ce moment. Le fameux, c'était le premier quantitative easing finalement de l'époque, donc qu'on n'appelait pas comme ça bien entendu, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui. On a les banques centrales qui font marcher la planche à billets. Voilà, et bien à l'époque c'était ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait eu trop de billets en circulation, et donc voilà, les gens demandent le remboursement, et puis ben, on ne peut pas leur rembourser, leur rendre la valeur en or, puisque les banques n'avaient pas dans leur caisse, dans leur fonds, l'équivalent en or et en argent. Et ben c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la monnaie scripturale, la monnaie, le système d'argent-dette. Donc vous voyez un petit peu les origines, d'où ça vient. Et donc c'est pour ça aussi que... alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui perdent leurs investissements, forcément il y en a qui prennent... il y en a qui perdent tout. Et puis il y a John Law, lui, qui prend la fuite, forcément, il avait peur de se faire lyncher. Et donc ce premier crack, en fait, fâchera durablement les Français avec la bourse. D'autant plus, en fait, que John Law, donc c'était un homme quand même qui était assez particulier. Donc d'après cet article du Courrier d'Histoire, on nous dit que l'Écossais, donc qui a inventé en fait en 1716 ce système bancaire qui était inspiré en fait des jeux de hasard. Donc il était en fait un petit peu les précurseurs des banquiers centraux actuels. Et il a été à l'origine d'une des premières bulles spéculatives. Donc on a vu la première tout à l'heure, c'était avec la tulipe, et là c'est la deuxième. Et donc d'ailleurs dans l'article on nous dit comment un tel personnage, un meurtrier, un amateur de jeux d'argent, un coureur de jupons peut-il avoir inventé le capitalisme financier moderne qui domine notre monde aujourd'hui. Vous voyez, l'article, l'auteur effectivement était bien inspiré de faire ce parallèle avec aujourd'hui. Et donc l'Écossais, donc John Law était, nous dit-on, un jeune homme, plutôt un dandy, enfin quelqu'un qui était éloquent, un bel homme qui fréquente les grands salons d'Europe, qui pousse beaucoup, qui est un joueur professionnel, qui poussait les gens à tenter leur chance au jeu de hasard. Il était fasciné par les mathématiques et puis il avait aussi une capacité supérieure par rapport à la moyenne des gens à calculer, donc ce qui lui donnait une supériorité par rapport aux autres joueurs. Donc c'est comme ça qu'il a gagné beaucoup de sous, etc. Et puis voilà. Donc c'est comme ça qu'après il a été enrôlé, sans doute pour ses talents, par le gouvernement français de l'époque pour mettre en place ce système d'escrocs. Donc il y a la première escroquerie qu'ont vécu les Français. Donc ce ne sera pas la première. Donc là on va se mettre de suite sur la carte du ciel.
Donc j'ai établi, donc, que je ne me trompe pas, voilà, c'est la deuxième qui suit juste derrière, voilà. Alors, donc, je ne sais pas si je vous ai dit la date, hein, 21 juillet 1720, donc c'est à ce moment-là en fait qu'a eu lieu le crack, hein, où les gens ont demandé leur remboursement. Donc là, si on fait sur le plan numérologique, hein, si on fait un petit calcul, donc 21 plus 7 plus 1 plus 7 plus 2 plus 0, ça donne 11, encore un maître nom, comme par hasard. Donc là, on retrouve à nouveau, comme précédemment, Jupiter-Uranus, hein, d'accord, encore une fois dans le signe de la balance, donc cette conjonction. Euh, donc on retrouve aussi Pluton, hein, qui était en Vierge, donc pas très loin de Jupiter-Uranus, et on retrouve aussi Saturne, le cycle, que je ne vous dise pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est Saturne-Neptune, hein. Oui, il y avait Saturne-Pluton, pardon. Saturne-Pluton, donc là c'est un sextile par contre, hein. Donc on a bien encore une fois, hein, le cycle Saturne-Pluton, pas comme nous à notre époque Saturne-Pluton en Capricorne avec la conjonction, ni comme précédemment en 1637 où il y avait le trigone, mais on a bien, hein, donc un sextile. Et puis on a également surtout Saturne-Neptune, hein, sur l'axe Scorpion-Taureau. Donc là on retrouve bien le financier, la finance, le réel, et on voit ici l'état, donc Saturne, donc qui représente l'état, hein, avec le cycle Saturne-Neptune en opposition, et donc il symbolise en fait les faux prophètes, l'escroquerie, hein, l'escroquerie avec Neptune, hein, d'accord. Donc on voit bien la manipulation, parce que le Scorpion c'est un signe fin stratège, qui est relié à Pluton, hein, justement, hein, qui est relié à Pluton en Vierge, Vierge qui est un signe économe. Et donc, si vous vous souvenez, on l'a dit à l'instant, Monsieur Lowe a été enrôlé pour faire des économies ou pour relancer les finances, hein, de la nation française de l'époque, hein. Donc là, on retrouve bien le signe économe de la Vierge, un signe fine mouche qui calcule aussi, mais le Scorpion est là, signe fin stratège, donc a mis en place ce système machiavélique, donc qui a imposé, hein, le système donc du billet de banque à la place de l'or. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait, donc l'or, c'est symbolisé par c'est l'éclat, hein, c'est la royauté, c'est symbole de prestige, hein, l'or, et c'est incarné par le soleil et surtout par le signe du lion, le soleil qui gouverne justement le signe du lion. Et on le retrouve en fait, hein, le soleil s'apprêtait à faire son entrée dans le signe du lion, hein, et on retrouve Mercure, Mars, hein. Donc Mercure qui est la planète des échanges, d'accord, donc on voit bien, hein, d'ailleurs une dissonance à Saturne, et donc on retrouve Vénus qui est la planète de la monnaie qui est dans le signe du Cancer, le signe du passé. C'est-à-dire que là les gens, le jour J, quand ils demandent qui demandent à récupérer leur argent, c'est-à-dire l'argent ancien donc du passé, hein, ils veulent récupérer leur monnaie passée, donc du Cancer, avec la Lune d'ailleurs, hein, maître du Cancer en Verseau. Donc là on voit bien encore une fois les signes fixes qui sont impliqués, avec la Lune, donc le Soleil qui s'apprêtait à faire son entrée en Lion, donc elle est révélée la supercherie, et donc le peuple, hein, le peuple en colère, voilà, en colère, donc par rapport à cet argent-là, quoi. Voilà, donc, et par rapport à l'État. Vous voyez, Saturne, colère, Mars, c'est la colère, Mercure, hein, on demande l'argent par rapport à l'État, etc. Et d'ailleurs, on retrouve en Saturne-Neptune, donc la fuite aussi, hein. Donc voilà, hein. Alors là, encore une fois, donc, et puis on a donc ce retour brutal aussi, hein, parce qu'avec alors Jupiter-Uranus par le jeu des correspondances, hein, donc comment dirais-je, un retour brutal justement à la monnaie d'antan, et on a encore une fois, comme tout à l'heure, Mercure et Vénus, hein, dans des signes succédants. Alors, une chose intéressante aussi à noter, c'est que ce cycle-là, Jupiter-Uranus avec Pluton, c'est un cycle en fait faux jumeau, avec un cycle beaucoup plus contemporain qu'ont vécu les personnes qui ont vécu sous mai 68. Hein, si vous établissez la carte de mai 68, vous verriez que Pluton était en Vierge et on avait Jupiter et Uranus également.
Et donc c'est très important à garder ça en tête sur le plan historique, même par rapport à tout ce qu'on a dit dans notre vidéo sur Pluton, hein, que en gros, mai 68, ça avait été fomenté justement pour ensuite après mettre en place, hein, le système bancaire, la loi bancaire de 1973. D'accord? Le système d'argent-dette, c'est à partir de ce moment-là que le système d'argent-dette, la loi Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Rothschild, hein, s'est mise en place en 73. Donc c'était quelques années plus tard, mais avant ça, il y a eu aussi un autre événement. Et là, vous allez voir la relation aussi, c'est le système qui supprime la convertibilité en or, hein, du dollar, c'est-à-dire le système de Bretton Woods en 1971, le 15 août sous le signe du lion, donc le signe du lion, le signe de la royauté, le signe aussi qui met fin aux 30 glorieuses. Quand on dit 30 glorieuses, donc dans le mot glorieuse, on a la gloire, on a le prestige et on a le mot or aussi, l'or. Donc c'est la fin de l'or. Donc 15 août, pendant que les gens étaient en vacances, donc Nixon annonce à la télé fin du système de Bretton Woods. Et donc voilà, hein. Donc tout ça pour vous faire quand même ce parallèle très important, pour que vous compreniez aussi d'où vient ça. Donc c'est-à-dire que là, à notre époque, en 1971, donc il y a bientôt 50 ans, donc c'était comme si c'était le système en fait de John Law, mais à l'échelle mondiale, puisque entre-temps, Pluton a été découverte et Pluton donnait une dimension mondiale avec voilà, tout ce qu'on a expliqué et qu'on va d'ailleurs après approfondir un petit peu plus tard, donc avec la suite, hein.